Qu'on remette la Légion d'honneur au PDG de la Warner qui a déclaré à quel point c'était courageux de jeter à la poubelle un film entièrement tourné, prêt à sortir en salle, juste pour bénéficier d'une déduction fiscale. Et oui, il a raison, il en faut du courage pour oser sortir l'extrémité de son verre de sable et chier sur la gueule de tous ses employés, au moins autant que ce qu'il en faut à Cédric Grolet, le pâtissier qui propose 95 balles pour ce bonhomme de neige fait à la truelle et à la crème de couille. JT du vendredi donc, comme je vous l'annonçais dans un short qu'absolument personne n'a vu puisque YouTube l'a interdit aux moins de 18 ans. Si vous allez voir, vous comprendrez pourquoi. C'est pas grand chose vraiment, hein. J'ai expliqué qu'il n'y avait pas assez de news pour faire le JT mercredi. Je regrette, c'est une erreur évidemment, hein, puisque aujourd'hui j'en ai un petit peu trop et j'espère qu'il m'en restera pour mercredi prochain. Mais on s'en fout, faut faire des expériences. En attendant, ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 427e JT Comics et si vous appelez ça une série Fallout, moi je dirais à mon fils que c'est une série sur Wally qui s'est mis à la muscu et qui rencontre le chemin d'un type à qui on n'a jamais rendu son nez. Ça peut créer des vols de mort, ça faut se méfier, mais passons plutôt aux news de la semaine. Illusion. Zack Snyder reviendrait chez DC si et seulement si son pote James Gunn l'appelait pour lui proposer de réaliser une vraie adaptation cette fois-ci de ce récit. C'est surtout la news insolite et le débat qui enflamme tout l'univers cette semaine, surtout Twitter. Est-ce que Batman est de dos ou de face sur cette couverture de l'iconique Dark Knight Returns de Frank Miller et de Lynn Varley? Dans les adaptations qui en sont faites dans les différents médiums, il est quasi exclusivement représenté de dos. Je vous avoue que je m'étais jamais posé la question, moi je l'ai toujours vu de face et c'est confirmé, il est bien de face si on en croit le dessin préliminaire de Frank Miller, mais là où c'est génial, et comme souvent avec Miller, c'est que l'illusion au final elle marche dans les deux sens, et surtout ça prouve à quel point les artistes peuvent toujours être créatifs, 37 ans après l'apparition de la couverture, comme Caio Oliveira qui prouve à quel point ce débat n'a ni queue ni tête, c'est Saltoman ou alors Rodrigo qui ajoute un coup de foudre au premier plan. Oui, parce que j'espère que c'est pas qu'un coup de rein et qu'il y a un petit peu du sentiment entre eux. En attendant, à l'endroit, à l'envers, sur les côtés, lisez ce chef-d'œuvre, ce récit fondamental sur Batman qu'est le Dark Knight Returns de Frank Miller. Vous m'en direz des nouvelles et laissez-moi dans les commentaires aussi votre avis. Est-ce que vous pensiez qu'il était de dos ou de face avant d'y réfléchir? Malédiction. Ça, c'est pas une image de la future série sur le pingouin, non, c'est quelqu'un qui était tranquillement en train de regarder James Gunn bâtir avec rigueur et patience le futur DCU et qui a entendu le patron de Disney mettre 3 coups dans sa propre entreprise. Il a laissé KO d'ailleurs, puisqu'il a d'abord tapé sur Marvel avant de taper sur ses créateurs, et on sait que chez Disney, la magie n'opère plus, seul demeure le chaos, même en interne, puisqu'au terme d'une année de merde où ils ont enchaîné quasiment flop sur flop, eh bien, Bob Iger, le big boss, celui qui a clairement le fast-pass pour couper la file au self de l'entreprise, a déclaré que The Marvels, pour ne citer que le flop le plus récent, mais d'ailleurs c'est pas fini, donc bon, faudrait voir l'exploitation, mais il a déclaré que le film avait été tourné pendant le Covid avec aucune supervision de ce qui se faisait, aucun contrôle au jour le jour, et que c'est ça qui avait peut-être piégé le film, mais bon, il fait comme quand on a une famille nombreuse, il engueule que l'enfant qu'il déteste, puisque dans toute la maison Disney, les murs sont pleins de merde, et vous avez par exemple le manoir hanté qui a les mains d'un type qui vient de faire la Mud Day sous la pluie, mais lui, pas de pompon cucu, pas de problème de supervision, pas de problème de gestion. Pareil pour Ant-Man, pareil pour Indiana Jones d'ailleurs, qui a floppé également. Le deuxième coup arrive et attention, vous n'êtes pas prêts puisqu'il dit quelque chose de révolutionnaire. Il déclare que dorénavant chez Disney, une suite ne serait validée que si l'histoire est assez bonne pour en faire un film à part entière, un film qui se lit de manière autonome. C'est un petit peu comme si le PDG d'Air France annonçait que dorénavant, il n'embaucherait que des pilotes détenteurs de leur brevet de pilotage. Comment c'était validé avant les suites en regardant les tendances sur Twitter, le potentiel peluche, il fallait cessu, je sais pas, mais ce que je sais c'est que le troisième coup il est particulièrement vicieux, il va directement aller au foie de tous les scénaristes qui sortent d'une longue période de grève et donc de vaches maigres, puisqu'il déclare que les créateurs qui travaillent pour Disney ont perdu de vue leur travail, le but de leur travail, qui est avant tout de divertir et pas de faire passer des messages. Je pense qu'ils savaient qu'ils ne bossaient pas pour WhatsApp. De façon à peine cachée, on sent qu'il blâme les positions progressistes qu'il a pourtant encouragées depuis des années où il est PDG. Il dit que c'était pire pendant la petite période de temps où il est parti. Il a été remplacé par Chapek. Bon,
j'y crois pas trop. C'est marrant de venir blâmer les postures pro-sociales des scénaristes qui adaptent des histoires de super-héros, où c'est une des définitions même du concept. C'est marrant puisqu'il aurait pu demander aux politiciens d'être un petit peu moins dans le divertissement et de faire passer plus de messages. Et d'ailleurs, quel est le message d'un Ant-Man 3 ? Je sais toujours pas, est-ce qu'ils sont aussi fragiles au point de penser que Hank Pym qui parle de fourmis et de socialisme, ça va faire voter François Hollande et Anne Hidalgo à mort, surtout quand on sait que les fourmis, on est plutôt du côté de la monarchie. Bon, je pense que tout cela, il se fourre un doigt dans la fourmilière, surtout quand on sait que Disney, c'est un petit peu hypocrite, puisqu'il y a toujours eu des messages, quand Donald aidait à vendre des obligations de guerre, quand il y a un Pinocchio, il y a un message derrière, un Bambi, il y a un message derrière, il y a un message derrière absolument tout, et puis il a l'indignation à géométrie variable, puisqu'il vient de se retirer, et ça c'est un message fort, comme annonceur de X, après les dernières Elon Muskeries, donc il sait y faire quand il veut le Bobby. L'autre propos polémique de la semaine, et je suis assez surpris, vous n'êtes pas prêts, puisque c'est quelqu'un qui a dit qu'il avait accepté un job parce qu'il avait besoin de manger, parce qu'il avait besoin d'argent, ce qui à peu près nous est arrivé à tous dans cette pièce. C'est Taika Waititi pour le film Thor Ragnarok, et là où ce n'est absolument pas un crime que d'accepter un job pour nourrir ses gosses ou se nourrir soi-même, et bien là où j'en veux à quelqu'un, par contre, c'est à Marvel qui a confié les rênes du film et du personnage à un type qui se vante que pour seule recherche, il n'a ouvert qu'un seul comics, on ne sait même pas lequel, et il trouve, en soufflant, dit-il, le personnage ridicule. Sauf que c'est pas un lâche, il ne l'a pas caché à Marvel, à qui il a expliqué sa vision, ils l'ont laissé faire, parce qu'à l'époque, le personnage avait autant d'importance à leurs yeux que la fidélité aux yeux de mon beau-frère. Bénédiction. Bon, et quelle est la solution alors pour Marvel, qui semble en avoir deux dans l'immédiat? D'abord, assaisonner leur univers au petit Waldron, puisque Michael Waldron, le scénariste à qui on doit le Loki la saison 1 et le Doctor Strange 2, le Multiverse of Madness, sera en charge d'écrire en plus de Avengers Secret Wars la partie 1, Avengers de Kang Dynasty, à la place de Destin Daniel Cretton, qui lui se focalisera sur Wonder Man, la série, et le Shang-Chi 2, et c'est très bien, puisque du coup ça vient apporter un petit peu plus de cohérence. Waldron, c'est le monsieur multivers, Loki, c'est l'une des meilleures choses qui soit arrivées au MCU depuis quelques années, avec WandaVision, d'ailleurs Wanda qu'on retrouve dans le Doctor Strange 2, et j'espère que la rumeur qui dit que Marvel souhaite poursuivre son arc narratif avec un film est vrai, même si on sait que l'actrice en a un petit peu plein le cul d'incarner cette sorcière. En attendant, j'espère qu'ils vont nous ravir avec Agatha Harkness, dont on a vu quelques images, qui prouvent d'ailleurs qu'on n'est pas intégriste, les fans de comics, puisque c'est un revirement du matériau source, mais c'est la preuve qu'on peut le faire tout à fait bien. L'autre levier salvateur, c'est une adolescente, c'est l'actrice Iman Vellani, qui prouve clairement qu'elle n'est pas là pour l'argent quand elle passe à l'écriture de comics. Ça, c'est l'équivalent de passer de chef dans un restaurant 4 étoiles à auxiliaire de vie, sauf qu'on sait qu'elle adore son personnage depuis toujours, elle adore les comics, c'est pour ça qu'elle veut en écrire. Avec Sabir Pizarda, elle vient d'achever une mini-série en 4 épisodes qui réinvente son personnage pour venir un petit peu le faire coller aux origines qu'on nous a dit dans le MCU, donc moitié-moitié, mi-inhumain, mi-mutant, avec d'autres pouvoirs également. Et donc là, avec le même scénariste et le dessinateur Scott Goldevsky, elle va écrire une nouvelle série, Miss Marvel The Mutant Menace, donc où on va découvrir que les répercussions de son coming out en tant que mutante font d'elle une cible même pour sa propre communauté de vie, et ça promet. Marvel met du Kamala et du Iman partout, puisque même dans la série Marvel Zombie, ça sera elle, le personnage central, qui va interagir avec tous les autres, à tel point qu'elle dit que c'est le Frodon de Marvel Zombie. Est-ce que ça veut dire qu'elle va se faire soulever par Sam Wilson? On verra bien, mais il me tarde de voir ça. Elle fait aussi du consulting bénévole pour Marvel, puisqu'elle explique à quel point ça serait peut-être intelligent de faire venir dans la première menace du Young Avengers, ça pourrait être Iron Lad, qui est une version adolescente de Kang, qui s'envoie pour se protéger de sa version adulte. Ça pourrait même être, puisqu'il y a le procès qui est en cours de Jonathan Majors, si jamais ça tourne mal et que l'acteur doit être débarqué par Marvel, un vrai antagoniste, si jamais il modifie un petit peu son histoire. En plus, c'est toujours plus impressionnant quand la menace vient d'un enfant. Elle dit également qu'il faudrait peut-être arrêter pour le MCU de vouloir toujours faire plus grand, plus gros, et qu'il faudrait se contenter des personnages du beau casting qu'ils ont déjà et faire interagir tout le monde ensemble, les fameux team-up. Alors là, elle emprunte une règle d'or, commune à la fois aux comics et au club échangiste, à savoir que plus il y a de monde dans le groupe, plus c'est rentable, en parlant justement de rentabilité et de passion, puisqu'il faut que les deux soient toujours associés, le plus souvent possible. Impossible de ne pas citer James Gunn, qui, alors que Disney l'avait viré auparavant, revient et signe le film le plus rentable de 2023 pour eux, Les Gardiens de la Galaxie 3. On espère que la magie continuera d'opérer au fur et à mesure qu'il posera les briques de son futur DCU.
qu'il a dans le fion. Ça a beau ressembler au fruit de la copulation entre un gremlin et un cochon d'Inde, eh bien en réalité, ça serait plutôt le fils spirituel de Thanos et de l'empereur Palpatine. The Meep a ravi les fans de Doctor Who, puisque dans l'épisode spécial 60 ans, eh bien on a vu arriver cette menace créée par à la fois un des co-créateurs de Judge Dredd, de Marshall Law du Punisher 2099, Pat Mills, le bon anglais, et le co-créateur de Watchmen ou de Martha Washington, Dave Gibbons. Ça s'intitule The Star Beast et au passage Marvel d'ici, voilà comment on crédite les auteurs, les artistes dont on adapte les récits, histoire qu'on ne soit pas obligé d'aller faire une coloscopie à vos génériques de fin pour les retrouver. C'était publié dans des comic strips consacrés à Doctor Who par Marvel UK à l'époque, racheté par Panini ensuite, et Pat Mills dévoile que Panini ne leur a jamais payé un seul droit d'auteur sur la réimpression des bouquins, et c'est honteux puisqu'il dévoile en plus que Rebellion, qui ont racheté toutes les propriétés intellectuelles de 2000 AD, Judge Dredd, Nemesis de Warlock et tout le reste pour qui ils ont travaillé, ne leur payent qu'un tout petit pourcentage de droits d'auteur inférieur aux réglementations de base du marché en Angleterre. Donc forcément, des fois on dit oui, les artistes ils sont un peu grincheux. Ben oui, quand tu es tout le temps assis sur un tournevis sonique, ça rend pas très joyeux. Donc c'est pour ça que ça fait plaisir d'entendre de leur bouche que la BBC les a traités avec un petit mot qu'ils affectionnent tout particulièrement, du respect quand un producteur les a appelés pour leur dire on souhaite adapter The Star Beast, qu'est-ce que vous en pensez, comment est-ce qu'on peut faire, et surtout comment est-ce qu'on peut, voilà, la rémunération, ils ont parlé rémunération et ça c'est très important, surtout que la BBC pour pouvoir utiliser ses propriétés intellectuelles a payé Panini qui ne paye pas Pat Mills et Dave Gibbons, et du coup la BBC a donné une somme d'argent à titre gracieux aux artistes, en plus de les inviter sur le plateau. Enfin c'est comme ça qu'on traite des artistes, c'est très bien. Ils n'étaient pas légalement obligés de le faire, et donc allez Panini, on envoie au bon Dave, au bon Pat, un sticker de billets verts à coller sur leur album compte en banque. Complications. Dans le reste de l'actu ciné, il est l'un de ceux à qui on doit le miracle de l'adaptation de The Boys en série télé. Eric Kripke lance un appel public à Brian K. Vaughan et Fiona Staples, Image Comics, pour qu'ils leur laissent adapter l'excellent comics, un des plus lus au monde, dans le monde entier, Saga, de la science-fiction très audacieuse. C'est vraiment très bien. Lisez Saga, et quand il dit qu'il prendra soin de votre bébé, on peut lui faire confiance. On a vu ce qu'il savait faire. Et d'ailleurs, à peine fini la saison 1 de Gen V, assez calme, au final pas grand monde en parle et c'est dommage. Eh bien ils ont mis en route déjà la deuxième saison et en plus un troisième spin-off de The Boys qui s'intitulera The Boys Mexico, qui sera donc écrit par Gareth Dunet Alcocer, à qui on doit le script de Blue Beetle, et dans les producteurs exécutifs Diego Luna et Gael Garcia Bernal, qui seront peut-être amenés à jouer dans la série. La communauté latino doit être aux anges, après Blue Beetle, maintenant The Boys, et ça c'est juste avant qu'on ait une vague d'émeutes terrible quand on va voir Galactus débarquer et taper son meilleur croc dans la terre avec un accent espagnol. Bref, pour tous ceux qui aiment bien les occasions manquées, intéressantes mais un peu compliquées, puisqu'on va parler de l'excellent scénariste Grant Morrison, un non-binaire qui revient sur sa période où Yale travaillait comme consultant pour la Warner, et Yale dit que c'était très lucratif mais très peu enrichissant de manière créative, puisque la plupart des pitchs étaient jetés à la poubelle. Ça veut dire que la Warner s'est assise sur des pitchs de Superman, d'Aquaman, des Teen Titans, du Doom Patrol, plusieurs films Superman, il y avait du Marvel aussi avec du Morbius, du Moon Knight, du Warlock, j'aurais adoré voir ça, le guerrier millénaire aussi, Terror Inc., Vandal, dont on n'était pas prêt pour l'adaptation R-rated, c'est un anti-héros, et puis bon, forcément Morrison a réutilisé certains de ses pitchs dans ses comics, un petit peu comme pour le Wonder Woman Earth One, où ils font quelque chose, ils se servent en plus du mysticisme kabbalistique que Morrison est en train d'étudier, et ça va très loin, puisqu'il parle de la Bina, à savoir la matrice primaire, l'énergie féminine qui est pénétrée par une autre sphère, la Chokma, donc l'énergie plus masculine qu'il assimile à l'éjaculation. Ah oui, on est sur une autre stratosphère spirituelle, ça je vous l'ai jamais caché. Morrison fait en plus ce qu'elle sait faire de mieux. C'était le cas pour Batman, à savoir donc reprendre chaque comics sorti dans le canon et en faire une forme de synthèse. Donc là, Morrison a relu tous les comics Wonder Woman, et ce qu'elle préfère, c'est les origines, par William Moulton Marston et J. Peters. Marston qui était un psychiatre, à l'origine le créateur du test polygraphe, donc le test de mensonge avec la pression sanguine, comme on l'appelle plus vulgairement, et donc elle explique que Marston a fait de ses fantasmes de bondage, il vivait en trouble, un appareil psychologique pour étudier, pour aborder la société, à savoir que pour nous les hommes, donc c'était à l'époque, pour apprendre le contrôle, pour apprendre à se restreindre, il fallait que l'on s'offre et que l'on se restreigne avec du bondage, donc de façon volontaire,
par en plus une figure maternelle, une figure féminine, et il fallait que ça comporte quelque chose d'un petit peu érotique, hein. C'est pour ça que les Amazones exercent du contrôle mental sur les criminels masculins qu'elles essaient de réformer, hein. C'est ça qui a fasciné Morrison, qui compare ce contrôle mental au contrôle mental qu'on peut subir aujourd'hui de la part des médias, de la part de la publicité, c'est de la manipulation mentale clairement, de la part des algorithmes, hein. Donc je vous laisse aller voir le Substack de Xanadu pour en savoir plus, c'est fascinant. Lisez, cette semaine j'ai enfin pu lire le Hellfire Gala 2023 qui part en couille encore plus rapidement qu'un repas de famille avec ton tonton raciste chasseur, la cousine qui veut se faire appeler Mélenchon et qui fait son coming out au repas, et la mamie qui vient de ramener son tout nouveau copain avec lequel elle va se marier, un jeune Sénégalais de 22 ans trouvé sur Facebook tout simplement, hein. J'aime bien ces moments de bascule, hein, où on savait que le statu quo c'était une bonne période pour les X-Men depuis House of X, Powers of Ten, peu importe les épreuves quand même, c'était assez fast, et bien maintenant ce ne sera plus fast du tout. J'ai bien aimé d'ailleurs le X-Men avec Kitty Pryde avec un P, comme le Punisher d'ailleurs, hein. J'ai un peu moins compris les Dark X-Men, Madeline Prior, même si ça permet de venir redonner un peu de sens et d'utilité au crossover Dark Web, hein, et ça permet en plus de venir souligner l'hypocrisie de tout ça pour le pauvre Ben Reilly. Vous lirez et vous me direz ce que vous en avez pensé, hein. Je ne peux pas m'empêcher moi justement d'avoir une pensée émue pour Magneto, dont les derniers mots à tornade ont été, hein, je les ai juste à côté là, un jour viendra si on survit, et je crains que ce sera bientôt, nos ennemis frapperont et les événements forceront Charles à agir, à faire quelque chose, parce qu'il faut faire quelque chose, même de terrible, et que dans le vide de son cœur, il ne verra pas le choix, et ce jour-là, il fera de nous tous des martyrs. C'est un homme bien, Ororo, et il faut se méfier des hommes bien, car que ne feront-ils pas pour démontrer à quel point ils le sont? Magneto avait raison, hein. Je tiens aussi à remercier David Ayad, alias Choubacar, sur les réseaux, hein, parce qu'il m'a envoyé un petit message, il m'a dit j'ai une surprise, et paf, je reçois chez moi une sublime figurine 3D qu'il a sculptée lui-même, vous voyez apparaître à côté, et en plus qu'il a mis dans un écrin sur lequel il a fait des gravures sur bois de design spécial JT Comics, tout mon univers de comics, donc un immense merci. Si vous voulez lui remplir son agenda de travail pour Noël, je vous mets tout le lien vers ses réseaux dans la barre de description, hein. Je vous laisse me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT, hein. Je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, je vois tout, hein. N'hésitez pas à réagir sur YouTube, dans les commentaires, vous pouvez bien me dire ce qui se passe pour vous, hein. N'hésitez pas à réagir aussi sur les réseaux sociaux, hein, où vous pouvez laisser vos petits messages pour El Bando del Pueblo, votre espace de liberté depuis 427 JT maintenant. Je vous fais d'énormes bisous, je vous donne rendez-vous mercredi, la semaine prochaine, pour de nouvelles toutes fraîches. Ça a l'air sympa ce Thor 5 post-apocalyptique, hein. On dirait que le fils d'Odin a lâché ses chèvres pour quelque chose d'un petit peu plus motorisé.